Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va parler des animations en CSS. Et alors, pour être un petit peu plus précis, parce qu'on va pas parler juste des animations, on va parler des transitions et des animations qui sont deux choses différentes. Alors, pour commencer, on va voir les transitions. Alors, je vais faire simplement un index.html avec la structure de base et une div. Je vais lui mettre un ID, ce sera plus pratique. Et je vais faire un fichier style.css pour manipuler un petit peu tout ça. Hop, link. Hop. Voilà. Alors les transitions, qu'est-ce que c'est? C'est bien deux choses différentes. Hein. Transition et animation, ça peut ressembler, mais c'est deux choses différentes. Les transitions, en fait, c'est prévoir que quand un changement va s'effectuer sur une propriété CSS, ben, le changement va se faire sur un certain temps au lieu de se faire d'un seul coup. Par exemple, si on prend notre div test, hop, on va la mettre en width 250px, 8 250px et un background color red, comme ça on arrivera bien à la voir. Hop, on va ouvrir. Hop, on a notre box qui fait 250 pixels par 250 pixels et rouge. Si on rajoute par exemple un dièse test 2.over, donc ça se déclenche quand on passe la souris au-dessus, et on lui dit par exemple width 100px. Voilà, sans faire de faute. Je reviens ici sur mon élément, et quand je passe ma souris au-dessus, du coup, on a le width qui change d'un seul coup, qui passe de 250 à 100 pixels. Le truc, c'est que si on veut faire une transition, ben on va préciser ici, en fait, simplement transition, et on va lui dire, attention, sur quel élément je veux faire cette transition. C'est sur la propriété width. Et en combien de temps? En par exemple 2 secondes. Juste S. Et cette fois-ci, si on retourne sur notre élément et que je passe ma souris au-dessus, cette transition, elle va permettre en fait que le width qui est réduit au over, eh ben, il le soit en 2 secondes au lieu de se faire d'un seul coup. Et c'est à ça que sert la transition en fait. Ça va permettre de dire, si telle propriété change à un moment, je veux qu'elle change de la valeur A à la valeur B en autant de temps. Et le changement peut se faire sur beaucoup de choses. Là, on est sur un over, mais il y a pas mal d'autres choses qui peuvent déclencher un changement de taille ou d'autres choses directement. Et la transition va permettre de faire ça. Alors avec la transition, on peut préciser pas mal de petites choses en plus. Là, j'ai simplement précisé la propriété et le temps pendant lequel ça va s'exécuter. Mais on peut aussi préciser des choses complémentaires. Alors on a par exemple le timing function. Alors c'est transition hop, timing function. Où là on peut préciser. Alors par défaut, on est sur is. Ça, en fait, c'est la vitesse à laquelle va s'effectuer l'animation. Quand on est en is, en fait, ça veut dire qu'au début, ça va relativement vite. Après, ça ralentit un peu. Et à la fin, ça réaccélère un petit peu. Donc c'est la valeur par défaut. Si on regarde, l'animation au début, elle va vite. Après, elle ralentit. Et voilà. On a par exemple aussi le linéaire. Il va dire en fait, bah, tout du long, il faut que ça aille la même vitesse. Donc la vitesse est constante tout le long. Ensuite, on en a d'autres, comme par exemple le is in, is out, ou ce genre de choses, qui vont dire bah, on va vite au début et après on ralentit et à la fin bah, ça reste pareil, ou on va normalement au début et à la fin on ralentit, etc. Il y a aussi un autre truc qu'on peut préciser qui est le cubic Bézier, où là en fait on va définir notre fonction, enfin nos valeurs pour la fonction. Alors c'est un peu de mathématiques, hein, mais j'ai un petit exemple pour ça. Et c'est la fonction qui va permettre de dire à quelle vitesse on va. Hop, il y a ce site-là qui est bien pour expliquer ça, justement. En gros, on peut modifier complètement ça. Et là, par exemple, si on fait ça, ça veut dire qu'au début, on va
très vite. Après, il se passe quasiment plus rien. Ça va même reculer un petit peu. Et à la fin, on reva très vite. Là, on va prendre ces valeurs-là, par exemple. Hop. On va le mettre ici. Et là, si je retourne, ça ne s'est pas appliqué. Euh, Voilà, là, ça s'est appliqué. Vous voyez un peu la différence par rapport à avant? Et du coup, on peut vraiment gérer son animation comme on veut grâce à ça. Pour qu'elle aille plus ou moins vite, etc. Euh, Ensuite, on a d'autres propriétés aussi sur la transition, comme le délai. Par exemple, on peut mettre un transition-délai à 1 seconde. Ça veut dire en fait tout simplement qu'on va attendre. Donc quand le changement de propriété va être effectué, on va attendre 1 seconde avant de commencer à faire la transition. Si je reviens sur l'élément, je passe ma souris dessus, et il faut 1 seconde avant que ça commence à se déclencher. Ensuite, on a la possibilité aussi d'utiliser des transforms. Alors le transform, c'est par rapport aux propriétés en fait. Généralement avec les transitions, on va utiliser des propriétés comme width, height, la couleur ou ce genre de choses qui changent. Le transform, c'est pour faire des choses un peu plus... enfin, un peu différentes. C'est la transformation de l'élément, c'est-à-dire on va le déplacer, on va le faire tourner ou des choses comme ça. Par exemple, on peut prévoir tout simplement ici un transform. On va faire un rotate. Ça, c'est pour dire de faire tourner l'élément. 360 degrés. Et du coup, ici, à la place, au lieu du width, on va faire le transform. Et là, quand je vais passer ma souris dessus, le bloc se met à tourner. Ça, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser beaucoup de choses différentes sur les transitions. On n'est pas obligé de rester sur du width ou du height. Il y a beaucoup de propriétés qui peuvent être utilisées. Le tout, c'est que ce soit des propriétés qui soient quantifiables, donc qu'on puisse déterminer un avant et un après, et que l'interface puisse calculer du coup une progression entre ces deux valeurs. Après, on peut écrire tout ça en une ligne aussi. Il y a plein de propriétés, là je vous ai montré, entre le délai. Alors là, je l'ai fait en une seule fois, mais on pourrait très bien aussi faire transition-property pour le transform. Transition-duration 2 secondes, etc. On peut le définir en plein de fois. On peut aussi le faire en une seule fois, justement. Ça revient exactement au même. Et à ce moment-là, il faut respecter en fait un certain ordre dans les propriétés qu'on va utiliser. On met toujours d'abord la propriété, donc transform. Ensuite, on va mettre la durée, 2 secondes. Ensuite, on met la fonction. Et à la fin, on peut rajouter le délai. Hop, voilà. Du coup, ça revient exactement au même que les 4 lignes qui sont ici au-dessus, sauf qu'on le fait en une seule ligne. C'est simplement la syntaxe qui change. Petit truc aussi que j'ai pas précisé, on peut préciser une transition sur plusieurs éléments en même temps. Par exemple, si je veux changer à la fois le width à 100px et le height à 100px et faire la rotation, alors je vais retirer le délai, je vais retirer tout ça. Hop, je vais retirer le délai, ce sera plus pratique. On peut le préciser, du coup, il suffit de mettre une virgule pour séparer les éléments. Et du coup, ici, on va mettre width et ici, on va mettre height. Et du coup, les trois propriétés, quand elles vont changer, elles vont appliquer la transition. Voilà. Il y a aussi un truc que j'ai pas précisé, c'est sur les transitions. Vu que ça s'applique à chaque fois que la propriété change, là, on a mis un changement au hover. Donc quand on passe la souris au-dessus, les propriétés changent et l'animation s'applique. Et quand on retire la souris, vu qu'on n'est plus en hover, en fait, on revient aux propriétés d'origine. Et vu qu'on revient aux propriétés d'origine, les propriétés changent à nouveau. Et du coup, la transition s'applique à nouveau. Donc elle s'applique dans les deux sens. Alors là, on pourrait aussi très bien ne pas préciser ça, pour garder la valeur par défaut qui est le is. Hop. Comme ça fonctionnerait tout aussi bien. Voilà.
pour l'ordre des raccourcis, effectivement, le mieux c'est de retourner voir la doc quand on a un doute, parce que c'est pas le genre de choses qu'on retient toujours par cœur très facilement, mais voilà. Est-ce qu'on peut appliquer un filtre brightness? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Et ben on va l'essayer, comme ça on sera fixé. Alors le brightness, pour rappel, c'est pour la luminosité, en fait, enfin, en quelque sorte, c'est éclaircir un élément. Par exemple, bah, je vais récupérer une image, ce sera plus parlant. Hop. J'en ai pour quelques secondes, je vais juste récupérer ça. Ça sera très bien. Hop, du coup, je vais rajouter l'image ici. Hop. Je vais lui mettre l'ID test, comme ça on pourra lui appliquer directement des propriétés. Le background color, on n'en a plus besoin. Alors là, déjà, si je remets en l'état, vous voyez que l'animation, elle fonctionne tout aussi bien sur l'image. On peut l'appliquer sur n'importe quoi. Le brightness, alors, c'est avec filter de point brightness. Si on met 1, en fait, c'est la valeur par défaut, c'est pour dire on est à une valeur normale. Si on met 0.5, en fait, on va réduire la luminosité, donc ça va être beaucoup plus foncé. Là, voilà, l'image est beaucoup plus foncée. Et si on met 1.5, au contraire, on va fortement éclaircir, et l'image est beaucoup plus claire. Et on va tenter du coup de voir si ça fonctionne avec la transition. Et bien ça fonctionne. Voilà, donc le filter brightness fonctionne aussi. J'imagine que les autres filters doivent aussi fonctionner. Donc ça, c'est pour les transitions. Ensuite, on a autre chose, ce sont les animations. La grosse différence avec les transitions, c'est que les animations, généralement, elles peuvent être, enfin, on va les déclencher dès le début. On n'attend pas en fait un événement. Les transitions, on va attendre un changement de propriété pour que la transition s'applique. Tandis qu'avec l'animation, en fait, on va effectuer des changements de propriété à un moment qu'on a décidé. Pour faire une animation, il y a toujours une première chose, c'est de faire un keyframe. Le keyframe, en fait, il va permettre de définir justement les changements qu'on veut effectuer et la progression de ces changements. Donc le keyframe, on lui donne toujours un nom. On peut l'appeler test, par exemple. Et on va aller de from à to. Alors ça, c'est une solution, on va en voir d'autres après. L'idée, c'est à l'origine, on dit on a telle valeur, et à la fin, on veut telle valeur, et on va faire une animation par rapport à ça. Donc par exemple, là, je vais enlever le hover. On va dire que à l'origine, on a une opacité qui a 1, et à la fin, on veut arriver à une opacité qui est à 0, donc que ça devienne transparent. On va faire cette fois-ci donc une animation au lieu d'une transition. Hop. Il faut repréciser le nom de l'animation, donc je l'avais appelé test ici, et la durée 2 secondes. Donc là, dès le chargement de la page, normalement, hop, en 2 secondes, l'élément disparaît. Et il revient. Petite subtilité justement sur les animations, c'est que l'animation s'exécute, donc on va exécuter un changement à travers le temps, et une fois que ce changement a fini de s'exécuter, l'animation est terminée, on revient au point de départ. Et il y a un moyen pour éviter ça, c'est tout simplement d'utiliser le forwards. En fait, on a soit backwards, soit forwards. Backwards, ça veut dire on va revenir en arrière une fois que l'animation est terminée, tandis que forwards, on va rester sur l'état final de l'animation. Donc là, cette fois-ci, si je reprends, l'animation s'exécute et une fois qu'elle est terminée, elle reste telle qu'elle a été. Donc l'image ne réapparaît pas. Ensuite, on a pas mal d'autres choses possibles. Alors ça, je vais fermer maintenant. Avec les animations, il y a plein de propriétés aussi qu'on peut préciser. Alors il y a le nom, la durée. De la même façon, hein, on peut faire animation-name test. Animation-duration 2 secondes.
Le forwards, c'est ça. Mhm. J'ai un doute. Alors, animation fill mode. Hop. Voilà, ça fait toujours la même chose normalement. Voilà. Ensuite, du coup, il y a pas mal d'autres propriétés aussi. Il y a le délai de la même façon. Donc, on peut faire un animation hop, tirer de délai 5 secondes. Du coup, ça va attendre 5 secondes avant de commencer à s'exécuter. Voilà. Et ça s'exécute. Ensuite, on a le iteration count. Donc, on peut faire animation itération count. Ça, c'est pour dire le nombre de fois que ça doit s'effectuer. On peut par exemple dire 2. Et du coup, ça va. Alors, je vais retirer le délai parce que je vais mettre à 1 seconde, sinon ça va être un peu long à chaque fois. Et là, du coup, en fait, l'animation va se répéter 2 fois de suite. Voilà. On peut aussi mettre infinite, si on veut. On peut mettre le nombre qu'on veut, en fait. Il faut que ce soit un nombre positif quand même. On va pas mettre -1. Mais on peut mettre infinite. Et si on met infinite, ça va se répéter à l'infini, en fait. Ensuite, on a animation direction. Alors la direction, ça va permettre de préciser. Je ne sais plus. J'ai perdu celui-là. Hop, ah bah c'est le forward backward aussi. Alors ça permet en fait d'inverser si on veut l'animation. Par exemple, on peut faire un animation-direction reverse. Et du coup, elle va se faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que au lieu de commencer apparent et progressivement disparaître, ben, on va faire l'inverse. Donc elle disparaît et elle réapparaît progressivement. Et avec tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Alors là, je vous ai montré le from et le to. Le truc, c'est qu'on peut aussi préciser d'autres choses. Par exemple, on peut préciser des pourcentages. Dire à 0%, je veux avoir telle valeur. Et à 100%, on va avoir ça. Là, ça revient au même, c'est from to. Donc on vient de cette valeur-là pour aller à cette valeur-là. Hop. Mais le truc, c'est qu'on peut aussi préciser des valeurs intermédiaires. Par exemple, on peut dire qu'à 80%, on veut que l'opacité soit 0,9. Et du coup, bah, de 0 à 80%, on va passer de 1 à 0,9, donc ça va quasiment rien changer. Et par contre, de 80 à 100, on va passer de 0,9 à 0, et du coup, ça va changer beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors là, c'est en reverse, donc ça fait l'inverse. Hop. Donc ça disparaît un tout petit peu au début, et après, d'un seul coup, ça disparaît beaucoup plus vite. Et on peut préciser beaucoup de choses comme ça. Alors j'avais prévu un truc un petit peu plus avancé, c'est de faire une sorte de spinner justement en animation. L'idée c'est d'avoir un rond tout simplement qui tourne grâce à une animation CSS. Alors le premier truc c'est de réussir à faire un rond en CSS. Alors on pourrait utiliser une image, mais bon, on va essayer de faire sans, c'est pas plus mal. Le premier truc c'est de faire un rond. Alors si on fait un div id égale test, hop, le premier truc qu'on va pouvoir faire, je vais effacer tout ça, hein, on va recommencer. Alors je vais juste garder ça. On pourrait faire un border avec un border-radius 50%. Comme ça, on a un. S'il veut bien d'ailleurs. Ah oui, j'ai fait une faute. Donc là, on a un rond. Le problème, c'est que le rond, bah, si on le fait tourner, au final, on va pas le voir parce qu'il est de la même couleur partout.
Et le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire une couleur dégradée ou ce genre de choses sur une bordure. Alors pour ça, il y a une petite astuce, c'est tout simplement de passer par deux divs. Donc en fait, on a une première div qui va être le conteneur, et on va avoir une deuxième div euh, qui est le content. Donc là, on va passer sur container. L'idée, c'est que le container en lui-même, bah, il fait la taille, il a un border radius. On va lui mettre un padding. Et on va faire un dièse content qui fait la même taille, qui a lui aussi un border radius, pareil, et un background color white. Et le conteneur, lui, on va lui mettre un background avec un dégradé. Comme ça, en fait, on va avoir le conteneur derrière qui a un dégradé. D'ailleurs, je vais le laisser en commentaire pour l'instant, qu'on voit étape par étape. Donc, par exemple, un linéaire gradient, on va mettre black, hop. Si je reprends là, cette fois-ci, voilà, j'ai un cercle en dégradé qui est très foncé en haut et qui est blanc en bas. Et si je rajoute mon conteneur à l'intérieur, en fait, du coup, il va rajouter du blanc par au-dessus. Sauf les 5 pixels de padding. Et vu qu'on a une border radius, en fait, ça va faire un cercle tout autour qui est en dégradé grâce à ça. Faut que j'enregistre. Voilà. Donc là, on retrouve donc notre cercle conteneur qui est en dégradé. On a un autre cercle par au-dessus qui est en blanc. Du coup, là, on a vraiment un élément dégradé en cercle qu'on va pouvoir animer. Donc on va faire un keyframe. On va l'appeler spinner, par exemple. Où on va aller de 0%. On va faire un transform rotate 0 degré. Donc on part d'une rotation de 0 degré. Et on va aller vers 100%. Transform rotate 360 degrés. Donc un tour. Et on va appeler cette animation, du coup, ici, animation. Point. Donc c'est spinner. 2 secondes. Et on va le faire à l'infini. Hop, et là si on regarde, on a notre spinner, du coup on a bien en visuel un cercle qui tourne comme s'il chargeait. Alors là on voit encore un peu mieux que tout à l'heure justement le ease dont on parlait. Le ease qui fait qu'au début ça va lentement, ça accélère et puis après ça ralentit sur la fin jusqu'à s'arrêter et recommencer. On pourrait le changer mais bon. On peut aller un peu plus loin aussi, parce que là pour l'instant le spinner il est assez simple et banal. On peut aller déjà changer les couleurs. Donc par exemple, on va mettre un 1565 CE et on va aller vers un gris, donc 303030. Hop. Et je vais rajouter une troisième couleur, je vais mettre du transparent. Hop. Alors le truc c'est qu'on peut aussi varier les couleurs avec le linéaire gradient, enfin varier la taille que prend chaque couleur. Par exemple là on a un peu de bleu, beaucoup de gris quand même. On pourrait très bien dire ici, celui-là il va jusque 50%. Celui-là 70% et transparent, il va jusqu'à la fin. Voilà, là on a beaucoup plus de bleu. Alors d'ailleurs je pourrais mettre 0, 50, 70%, hop. Voilà. On peut aussi décaler le cercle, ça va nous permettre de changer un petit peu le style de l'animation. Par exemple en le mettant à 90 degrés, on va avoir le cercle qui est tourné vers la droite et qui tourne comme ça. Et on peut aussi jouer tant qu'on y est un peu sur l'opacité. Par exemple avec un opacity à 1 au début. À la moitié, on va avoir un opacity à 0.2 et à la fin on repasse sur un opacity à 1. Voilà.
Voilà un peu ce que ça peut donner avec une animation relativement simple. Un petit truc en plus que j'ai pas précisé, là l'animation se déclenche dès le chargement de la page. C'est l'avantage justement des animations par rapport aux transitions. Mais on pourrait très bien la mettre aussi sur le hover si on le souhaitait. Hop, deux points over. Hop. Et là l'animation ne se déclenche pas au début. Et si on passe la souris dessus, là ça se déclenche. Donc c'est l'avantage quand même des animations, c'est qu'on peut les déclencher sur à peu près tout ce qu'on veut. On peut le déclencher par défaut, on peut mettre un délai, on peut mettre sur un événement ou ce genre de choses. Question bête, mais du coup on dépasse les 100% pour les couleurs. Comment ça se fait? C'est pas basé sur la taille du cercle. Alors on dépasse pas les 100% sur les couleurs en fait. Le comment dire, le linear gradient, il fonctionne de 0 à 100%. Là en fait, quand on précise ça, ça veut dire qu'on commence le bleu à 0%, c'est-à-dire dès le début. Vu qu'il fait le linéaire gradient de haut en bas, enfin vu que j'ai mis 90 degrés, il le fait de gauche à droite, ça veut dire que dès le premier point à gauche, on est sur du bleu, à 0%. Quand on arrive à 50%, donc à la moitié de l'élément, là on va commencer à avoir du gris. Et quand on arrive à 70% de l'élément, là on va commencer à avoir du transparent, jusque 100%. Donc on n'est pas, c'est pas une addition en fait des différents chiffres, c'est plus des intervalles. Voilà, et du coup on peut faire beaucoup de choses. Le truc aussi c'est qu'on peut combiner des animations avec des transitions, voire on peut aussi combiner plusieurs animations ensemble. On pourrait très bien avoir un bloc encore plus grand. Par exemple, si on veut pouvoir centrer tout ça, on peut faire une div id égale loader, dans lequel on met tout ça. Et notre loader, du coup, on va faire un div loader, position fixe, chin, oh. Euh, conteneur, je pense. Oui. X, tirer- je retrouve plus. Je fais trop de trucs en ce moment, j'ai du mal. Euh, euh, Approcherie des choses. Ah, c'est Justify. Justify content, du coup, on va faire un center. Align item center. Hop. Et ça veut pas. J'ai bien mon odeur. Ah, c'est mieux. Hop. J'ai vu qu'en termes de performance, il fallait pas trop solliciter les rendus Paint et plutôt utiliser les opacités que l'animation de BG Color. Des conseils sur les animes à éviter. Alors effectivement, il y a des trucs qui sont plus ou moins consommateurs. Alors là, en soi, je suis pas en train de faire une animation de BG Color. Le truc, c'est qu'il faut éviter de modifier. Alors une couleur en soi, ça va encore, mais une couleur dégradée, il faut éviter de la modifier. En fait, on pourrait très bien faire l'animation que je viens de faire en modifiant le background linéaire gradient qui est ici. Et du coup, en le mettant ici, on pourrait changer du coup les pourcentages, ce qui ferait qu'au final, le bleu, au lieu d'être à gauche, il se retrouverait progressivement sur la droite, et le gris qui est au milieu, il se retrouverait plutôt en dessous, etc. Et ça, c'est une mauvaise idée, parce que ça va être très consommateur, justement, de manipuler ce genre de choses. Et il vaut mieux, du coup, essayer de faire quelque chose, un élément qui va avoir une certaine complexité de base, et une animation qui va le faire bouger de façon simple, plutôt que le contraire. Mais après, il faut tester, hein. Le meilleur moyen de connaître ça, c'est de tester. Il y a plein de possibilités.
il y a certaines fois des fois des choses simples qui vont très bien fonctionner entre elles et des combinaisons qui vont être très consommatrices. Du coup, faut regarder un peu les performances utilisées par ce type d'animation pour trouver bah, le bon compromis. Hop, et du coup, ce que je voulais faire, c'était faire un deuxième keyframe. Et l'idée, euh, c'est de le faire disparaître. Bah, on peut même le faire avec une transition, je pense. Euh, il me faut une animation. J'ai vu qu'en termes de performance, ouais, ok. Hop. Alors, l'idée, c'est de réussir à le faire disparaître, tout simplement. Alors, je vais mettre un contenu en plus. Test background color red avec taille. Et celui-là, j'ai plus vraiment besoin de taille. Ah si. Un peu de position. Donc l'idée c'est qu'ils prennent toute la taille, donc width c'est 8 au max. Vu qu'il est en position fixe, même si on arrive à scroller, de toute façon il prendra toujours tout l'espace. Et avec un background color white, comme ça, il recouvre tout ce qu'il y a derrière. Et l'idée c'est qu'au bout d'un certain temps, il puisse disparaître. Donc on peut même faire 0%, hop, 15%. Et 100% ici. Et du coup, sur ce loader, on va lui mettre l'animation. Loader qui prend 0,1 seconde et qui a un délai de 3 secondes. Avec un forward pour éviter qu'il revienne en arrière. Et là, si on regarde, normalement, au bout de 3 secondes, il s'efface et on voit le contenu qui est derrière. Alors, je vais enlever le hover parce que c'était pas le but non plus. Hop. Voilà. Donc on a fait un peu le tour. On a vu du coup les transitions, les animations, deux choses bien différentes qu'on peut combiner entre elles et à utiliser du coup en réfléchissant à ce qu'on fait et en testant un petit peu, comme on le disait juste avant, pour les performances, pas faire des trucs trop consommateurs non plus. Même si, quand même, il faut faire une petite part des choses là-dessus. Euh, il y a encore quelques années, les animations et les transitions, ça n'existait pas du tout en CSS. On faisait tout ça en JavaScript. Et ce genre de choses en JavaScript était beaucoup plus consommateur. Les animations et les transitions CSS permettent justement de consommer beaucoup moins. Ça va consommer en fait au chargement, au premier chargement de l'animation, mais une fois qu'elle est chargée, normalement ça va consommer nettement moins. Contrairement au JavaScript qui à chaque fois qu'il s'exécute consomme. Donc on a quand même gagné beaucoup là-dessus en performance avec l'apparition de ce genre de choses et en praticité aussi.
Et du coup, pas hésiter à bien comprendre et bien utiliser ces choses-là qui peuvent être très pratiques et permettre de faire des choses relativement avancées et sympas